Bien avant que les publicités de mode ne commencent à célébrer les types de corps maigres, la phobie de l'obésité était une caractéristique de la pensée colonialiste. Le colonialisme recourait à de nombreuses idées pour justifier la domination d'autres peuples, et l'un des plus durables était le mythe entourant les races obèses et les races dites inférieures. Sabrina String est professeure adjointe de sociologie à l'Université de Californie, Irvine, et auteure de La peur du corps noir, les origines raciales de la phobie de l'obésité. Selon elle, les écrivains, les journalistes et les commentateurs de l'époque coloniale assimilaient les colonies avec sauvagerie, paresse et faiblesse morale. Inconsciemment, la rondeur dans la société occidentale s'était souvent heurtée à une attitude plus gentille, à une époque où la taille des pays impérialistes s'élargissait également. Lorsque String a commencé son enquête, elle avait imaginé que c'était au milieu du XXe siècle après l'ère hollywoodienne de Marilyn Monroe et d'autres icônes aussi voluptueuses que le corps voluptueux avait perdu la faveur des goûts européens et américains. Mais String a été surpris de constater que les préférences se sont déplacées vers des corps minces bien avant cela. Au début du XXe siècle, nous avons des magazines comme Cosmopolitan qui disent aux femmes qu'il est important de maintenir ce qu'elles appellent la tempérance à la table, a-t-elle dit à la BBC. Ces publications encourageaient les femmes à suivre un régime non seulement parce qu'il convient aux protestants anglo-saxons, mais aussi parce que c'est une preuve de supériorité raciale, dit-elle. Ils ne veulent pas se retrouver dans une association inconvenante avec les races dites inférieures. Selon l'historien américain Christopher E. Fort, le moment charnière du sentiment anti-obésité a été encore plus tôt à la fin du XVIe et au début du XXe siècle alors que la passion pour les corps plus grands était de plus en plus liée à des désirs et plaisirs non civilisés. Les écrivains de la Grande-Bretagne et de la France impériale considéraient que les cultures non occidentales admiraient de façon perverse ce qu'ils pensaient que tout Européen qui se respectait lui-même rejetterait comme étant malsain, peu attrayant et franchement dégoûtant, dit Fort. Les voyageurs européens en Afrique du Nord et de l'Ouest ont décrit comment les femmes étaient engraissées pour le mariage comme des dindes au point où leur mobilité était réduite. Les Turcs, les Esquimaux, les aborigènes australiens, ainsi que les Chinois et les Indiens étaient tous dépeints comme obèses de diverses façons, leur corpulence s'expliquant par des facteurs culturels. Un récit typique de 1883 affirmait que, au-delà des limites énergétiques de l'Europe, l'exercice physique après l'âge de la virilité est considéré comme l'un des accidents désagréables de la pauvreté. Entre-temps, les Européens en surpoids étaient souvent considérés comme des victimes de facteurs indépendants de leur volonté, tels que le climat ou des facteurs héréditaires, ou d'erreurs telles que le manque d'exercice. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité appréciaient la dureté de leur propre corps masculin. Ils pensaient que les autres nationalités semblaient molles, gonflées ou efféminées en comparaison. Et le botaniste vénitien Prospero Alpini, lors d'un voyage en Égypte au XVe siècle, a fait remarquer que les femmes égyptiennes pratiquaient l'art d'engraisser en prenant des bains chauds et en s'injectant des drogues pour devenir douces et indolentes. Ce qui offensait Alpini, dit Fort, n'était pas tant la graisse en soi, mais ce qu'il considérait comme un art de l'engraissement délibéré et durable tiré presque entièrement par la convoitise des hommes pour les grandes femmes. Mais l'excès de graisse n'était pas non plus une caractéristique indésirable dans la société européenne, bien sûr. Les risques de cancer du sein plus faibles chez les Leftos-Cécile en Guinée-Bissau pourraient aider à éradiquer les maladies mortelles dans l'art de la Renaissance. Les courbes étaient admirées et les peintures représentant des femmes blanches grassouillettes célébraient la beauté du corps curviligne. Les hommes britanniques ont acquis une réputation d'hommes corpulents, et les touristes étrangers qui venaient en Grande-Bretagne espéraient espionner un gros Anglais légendaire qui se promenait dans la rue, explique Fort. Mais à partir des années 1850, les stéréotypes de l'image de soi en France et en Grande-Bretagne sont représentés par ce sportif mince et puissant. Dans les sociétés européennes, on entend souvent dire que les gens dans ces sociétés sont les plus rationnels, les plus modérés et, par conséquent, qu'ils mangent moins et qu'ils sont plus minces, explique M. String. Et puis il y a les races inférieures et particulièrement les Africains, qui sont sensuels. Ils adorent le sexe, la nourriture, et par conséquent, ils sont gros.
Ce n'est qu'avec la traite négrière et l'essor de la science raciale que ces peuples non occidentaux ont été considérés comme socialement distincts en termes de classe et que de nombreuses différences physiques et de tempérament ont été constatées entre les nombreuses races, a expliqué String. Et comme l'Occident a commencé à considérer les autres races comme un sujet d'étude, ils ont aussi commencé à les considérer comme un sujet de divertissement ou même de ridicule. L'un des exemples les plus connus de la honte corporelle raciale concerne la race Otanto, les Kwakwa d'Afrique australe qui vénèrent les grosses fesses de leurs femmes. Selon un récit, lorsque la femme marchait, elle avait l'apparence la plus ridicule qu'on puisse imaginer, chaque pas étant accompagné d'un mouvement frémissant et tremblant comme si deux masses de gelée étaient attachées derrière. Sarah Bartman, également surnommée la Vénus Otanto, est devenue célèbre à la fin du XVIe siècle. Elle a été emmenée en Europe apparemment sous de faux prétextes par un médecin britannique, et a défilé dans des free shows à Londres et à Paris, avec des foules invitées à la regarder et même à toucher son gros derrière. Bartman mourut en 1815 mais son cerveau, son squelette et ses organes sexuels restèrent exposés dans un musée parisien jusqu'en 1974, vestige de l'exploitation coloniale et du racisme. String croit que la fatalité n'est pas universellement louée ou condamnée mais son sens est attaché à la race de son possesseur. Et les classes dites supérieures en sont venues à cultiver des tailles minces, considérées comme le luxe d'une classe sociale qui n'avait pas à survivre avec une alimentation riche en amidon. Au fil du temps, l'obésité est devenue synonyme de noirceur ou de sauvagerie, et la minceur est devenue la forme corporelle la plus favorable pour les femmes anglo-saxonnes. Ainsi, si la honte corporelle existait avant l'époque du colonialisme européen, elle a contribué à cimenter les idées sur l'esthétique physique, la supériorité raciale et l'infériorité. De telles idées peuvent sembler moins à la mode aujourd'hui, mais elles ont laissé une marque, dit String. Aux États-Unis, M. String affirme que de nombreuses personnes ne vont pas voir un médecin parce qu'elles croient que tout problème de santé sera attribué à leur poids. Même Serena Williams, l'une des joueuses de tennis les plus talentueuses de l'histoire, a parlé de la question, une fois de plus en parlant à ses critiques, « Je pourrais perdre 20 livres, 9 kg, et j'aurai toujours ces nichons sains et ce cul, et c'est comme ça. » Bien que les problèmes de santé liés à l'obésité soient légitimes, String critique l'utilisation de l'indice de masse corporelle, IMC, comme mesure du poids santé, affirmant qu'il aide à stigmatiser les personnes obèses. Elle croit que les vrais problèmes, y compris la disponibilité d'aliments nutritifs pour tous, ne sont toujours pas réglés. Au lieu d'une campagne plus vaste pour rendre les aliments nutritifs accessibles, pour rendre l'eau potable accessible, nous trouvons trop souvent un récit qui blâme les individus pour ce qu'ils choisissent de manger.